Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série, paranormales et mystères en tout genre. On se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de l'épisode avec Kurt, le maître du paranormal, dans lequel on vous a parlé des visages de Belmez. Donc si vous n'avez pas écouté la première partie, on vous conseille d'arrêter cet épisode tout de suite et de commencer par là. Eh bien bonsoir Kurt, comment vas-tu ? Enfin rebonsoir. Rebonsoir. Ça va très bien, toujours ravi d'être ici, invité par C'est Creepy. On est bien. On est bien accueillis chez Watt en plus. C'est vrai, effectivement. Et du coup, écoute, je vais te représenter vite fait, au cas où il y aurait des gens qui quand même forceraient avec cet épisode sans écouter le premier d'abord. Tu es propriétaire majoritaire du podcast Obscurum, n'est-ce pas ? Le seul propriétaire, le seul et unique. D'accord. Pour le moment. J'ai pas encore vendu mes parts aux antipodes. Mais oui, je pratique le podcast. Voilà, j'ai créé un podcast qui s'appelle Obscurum. J'ai l'impression vraiment de raconter ça à longueur de journée et qui parle de paranormal, de faits divers, un peu de true crime et voilà, qui compte 3 épisodes pour l'instant. C'est beaucoup. Allez vous abonner, c'est l'un des meilleurs podcasts des internets. Et bientôt promu au Festival de Cannes. Eh bien écoute, je suis très contente de te retrouver pour cette deuxième partie parce que cette fois-ci c'est moi qui ai une histoire fantomatique à te raconter. Allez, j'ai trop hâte. Je vais te parler d'une hantise canadienne qui s'est passée dans une ferme il y a 135 ans. Est-ce que tu connais ? Non, mais si tu le fais avec l'accent, je m'abonne une deuxième fois à ton Patreon. Non. De toute manière, c'est pas possible. Et non, je pourrais pas. Petite musique creepy. C'est parti. Let's go. Tout commence en 1889, au Canada, dans un coin reculé au cœur de la vallée d'Ottawa, dans une vieille ferme isolée. Cette ferme se trouve dans le village de Clarendon, au Québec, et pas loin de Shawville. C'est ici que vivent les Dagg, Susanna et George, parents qui mènent une vie typique de fermiers avec leurs 3 enfants, Mary, 5 ans, Johnny, 2 ans, et leur fille adoptive, Dina Burden McLean. Et d'ailleurs, au passage, burden en anglais, ça veut dire fardeau. Donc, je me demande... Bon, dans cette histoire, malheureusement, ça... Bon, no spoilers. Allez. Mais cette tranquillité va soudain être perturbée par des événements paranormaux. Pendant 3 longs mois, ils vont être témoins d'étranges phénomènes qui leur paraissent même irréels, tellement ils sont fous. Même les voisins en sont devenus témoins. Et cette histoire a très vite impliqué et plongé tout le village dans la peur et l'incompréhension. Les problèmes commencent un matin du printemps 1889, quand Susanna Dagg se réveille. Elle se lève et commence sa routine de tâches ménagères au sein de la ferme. Alors qu'elle marche dans la maison, elle sent une drôle d'odeur. Elle se demande bien d'où ça vient. Alors elle s'en rapproche et ça semble venir du salon. Quand elle entre dans la pièce, elle est sidérée par ce qu'elle voit. Il y a du crottin partout, étalé sur le sol. Vraiment des excréments d'animaux un peu partout. C'est dégueulasse. Et c'est pas du tout normal. Susanna prenait très à cœur la propreté de leur foyer. Et surtout que les animaux rentrent pas dans leur maison. Donc ça n'a même pas lieu d'être dans leur salon, quoi. Elle se dit tout de suite que ça doit être une blague. Une très mauvaise blague. De la part d'un jeune garçon qu'ils employaient sur leur ferme pour les aider. C'était un orphelin qui logeait dans leur grenier. Enfin, que eux logeaient dans leur grenier. Et elle pense direct à lui parce que il est en charge des cochons. Et puis aussi parce que il avait la fâcheuse habitude de ne pas enlever ses bottes quand il marchait dans la maison des Dagg. Ce qui énervait grandement Madame Dagg, qui veillait à ce que tout reste bien propre. Elle l'avait déjà averti par le passé, lui avait dit que s'il n'arrêtait pas de tout salir, il serait viré. En plus de ça, Dean était déjà dans le viseur des Dagg pour un autre incident. De l'argent avait disparu du bureau de Monsieur Dagg. Il gardait 2 billets dans ses tiroirs et les 2 ont disparu. Les billets sont introuvables. Mais quelques jours plus tard, Dean vient voir Monsieur Dagg et lui dit qu'il a trouvé un billet par terre dans leur cuisine. Et il vient le lui donner. Sur le moment, Monsieur Dagg est reconnaissant.
Il ne sait pas comment ça se fait qu'il se soit retrouvé là, dans la cuisine, mais bon, soit. Il continue quand même de chercher le deuxième. Il fouille partout, même au grenier, où loge le petit Dean. Il soulève son matelas, et bim, il trouve le deuxième billet. Quelle étrange coïncidence, se dit-il. Mais bon, dans le doute, vu qu'il en a quand même rapporté un, il dit rien au petit. Et puis, après tout, il a aussi 3 enfants, donc qui sait, ils font peut-être des bêtises, peut-être que c'est eux qui ont joué un tour à Dean, ou que sais-je. En tout cas, il dit rien. Mais là, quand sa femme Susanna râle à propos de la merde dans le salon, il se dit que c'est forcément Dean qui est l'auteur de tout ce qui leur arrive en ce moment. Peut-être par vengeance face aux remontrances de sa femme et ses menaces de le virer. Madame Dag va trouver Dean et lui demander des explications concernant le caca et le vol de billets. Il dit qu'il n'est pas du tout allé dans la maison ce matin-là et qu'il n'a pas volé l'argent. Qu'il en a même retrouvé une partie et l'a rendue à Monsieur Dag. Mais les Dag ont du mal à le croire et le renvoient sur le champ, excédé. Waouh. L'argent, ça va, mais le crottin, genre, c'était inadmissible. Une fois Dean parti, les Dag se remettent au travail et pensent que les problèmes sont derrière eux. Mais que nenni. Au fil des jours, ils vont de nouveau être les victimes d'éléments perturbateurs. La famille est désormais réveillée en pleine nuit par de violents coups sur les murs. Ils se disent immédiatement que ce doit être ce petit merdeux de Dean qui revient les faire chier pour se venger de son renvoi. Mais bizarrement, malgré leurs efforts, ils n'arrivent pas à mettre la main sur lui quand les bruits se produisent. Et ils se font régulièrement réveiller par surprise, terrorisés, ne sachant quoi faire. Et puis un matin, nouveau problème. Madame Dag, alors qu'elle s'apprête à faire les lits, soulève les draps. Non. Est-ce que c'est ce que je pense? Et elle voit quoi? De la merde. Des excréments partout. Mais de la merde à nouveau animale ou vraiment une belle merde humaine? Écoute, je ne sais pas. Mais des excréments. Non. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est cette histoire que je raconterai à Kurt. Dans la cuisine, c'est pareil. Elle ouvre les placards et il y a du caca sur les boîtes de conserve et sur leurs vivres. Là, elle en peut plus. Et la nuit, les bruits s'intensifient. C'est plus des petits booms dans les murs, c'est des gros booms et des vitres qui explosent. Quand ils font le tour de la maison, à l'extérieur, ils remarquent qu'il y a carrément des gros morceaux de roche qui ont été lancés contre les murs et les fenêtres durant la nuit. Wow. Pendant un moment, ils se disent que c'est encore Dean. Mais ils vont vite déchanter quand ils vont commencer à voir que des objets se mettent à voler devant eux, de part et d'autre des pièces, comme des assiettes qui se propulsent et se fracassent à l'autre bout de la cuisine, devant leurs yeux. Et j'ai oublié de dire, mais le daron, je crois, il va même, pour faire peur à Dean au début, voir les flics et le faire mettre en garde à vue, quoi, pour vérifier que ça continue bien pendant qu'il est chez les flics ou qu'il avoue ou je ne sais quoi. Puis au final, après, en voyant que ça continue chez lui, il va dire bon, il a rien fait, laissez-le sortir. Parce que le pauvre, ils l'ont viré, mais il habite à côté, c'est ça? Ouais, il a emménagé dans le coin après? Il habite dans une ferme voisine, je crois. Voilà. Tu disais que c'était un gamin, mais il a quel âge? T'as l'âge du gosse? Non, je sais pas exactement. J'imagine qu'il a genre 10 ans. Une quinzaine. Ouais, ah, 10... ah oui. Pas. Non, franchement, je sais pas. C'est vrai qu'à cette époque, à 10 ans, on travaillait déjà à la ferme, voilà. C'est pas étonnant. Après, c'est bizarre qu'il travaille pas à sa propre ferme, mais bon. Mais c'est pas tout. Ils sont même témoins de départ d'incendie. Soudain, il y a des meubles qui se mettent à prendre feu dans la maison, sans qu'ils n'y soient pour quelque chose. Et ils éteignent très vite le feu. Très vite, la situation dégénère et devient invivable pour la famille. Des objets sont déplacés sans qu'ils n'y touchent. D'autres même disparaissent complètement et parfois Madame Dag retrouve des aliments déversés sur le sol de la cuisine, du lait, de la crème, du beurre, etc. Parfois, ils sont même attaqués physiquement, se prennent des objets dans la tronche, comme un jour lorsque la petite Marie de 5 ans
ouvre la porte d'entrée et se prend une pierre en plein dans la poitrine. Wow. Et bien sûr, scène digne des films d'horreur, une chaise à bascule se met parfois à basculer soudainement à toute vitesse. Quelle angoisse. Il ne trouve toujours aucune explication rationnelle à ce qui se passe dans la ferme. Mais Madame Dag, qui est une fervente croyante de l'occulte et qui croit beaucoup au spiritisme, conclut elle-même que la ferme devait être attaquée par un esprit malveillant. Elle pense qu'il y a un démon qui leur veut du mal. C'est effectivement la première chose qui m'est venue moi aussi. Hein. Ouais, voilà, je crois que c'est ça. Hein. C'est pas les gosses de 10 ans qui travaillent pour toi. Non, mais en vrai, c'est bizarre les trucs, tu vois, que Dean soit enfermé, que les manifestations continuent. C'est vrai. Les trucs qui prennent feu devant eux, c'est dingue. Ouais, mais là, ils ont la totale. Hein. Immédiatement. Ils ont le bingo entier du paranormal, là. Ouais. Et puis, en observant de plus près les phénomènes, les parents d'Ag se rendent compte d'une chose commune à toutes les manifestations. Elles se produisent toujours quand Dina est dans les environs. Dina, c'est leur fille adoptive, hein, pour rappel. Et pour plus de contexte, Dina, c'est une orpheline pauvre de Glasgow, à la base. Elle venait d'Écosse. Et dans le cadre d'un programme d'adoption mis en place par un philanthrope pour lutter contre la pauvreté en Grande-Bretagne, les enfants pauvres d'Écosse se faisaient adopter par des gens de l'autre côté de l'océan. Voilà, c'est logique. Les parents d'Ag s'étaient donc dit « Bah cool, c'est sympa de sauver un enfant, faisons-le, ce sera notre bonne action de l'année. » Et par la même occasion, surtout, on aura une paire de mains supplémentaires pour nous aider gratos à la ferme. Obviously. Donc bientôt, c'est au tour de Dina que les phénomènes vont de plus en plus tourner. Les parents d'Ag expliquent cela en disant que Dina était très sensible aux esprits. Puis elle vient d'Écosse, tu vois. Voilà, ouais, c'est sûr qu'elle a amené les fantômes. Un jour, alors que Dina était en train de chill dans sa chambre, elle sent quelque chose empoigner sa tresse, dans son dos, et tirer très fort dessus. Elle crie, ce qui fait rappliquer Madame Dag. Celle-ci dit que la natte avait quasiment été arrachée de la tête de Dina, comme si quelqu'un avait tenté de la couper au couteau ou au ciseau. Du coup, sa mère finit le job, elle lui coupe les cheveux pour rattraper le truc, et puis pour éviter que ça se reproduise pas. De toute façon, elle avait pas le choix, hein. Fallait couper. Un autre jour, alors que Dina est en train de faire du ménage avec sa grand-mère, elle crie à sa grand-mère de regarder le lit, car elle y voit une grosse masse noire qui tire sur les draps. Sa grand-mère, par contre, ne voit pas la masse noire, mais seulement les draps qui s'agitent tout seuls dans les airs. Et elle confirme que ce n'est pas un courant d'air, elle dit que les draps bougeaient comme si 2 mains les tenaient et les secouaient. Sa grand-mère décide de passer à l'action. Aucun fantôme ne va la terroriser en sa présence. Elle demande à Dina où est-ce que la chose se trouve, car Dina semble toujours la voir. Et elle est complètement paniquée. Dina lui dit que la chose est en train de sauter par-dessus le lit. Et elle est vraiment étonnée que sa grand-mère ne puisse pas la voir. Enfin, voir la chose. Sa grand-mère s'empare d'un fouet. Et elle le donne à Dina. Et elle lui ordonne de fouetter le démon. Et fort! Dina, elle prend le fouet. Et elle l'agite dans les airs, en criant. Et elle fouette, elle fouette, elle fouette. Un voisin les entend et va venir les voir. Il est un peu au courant de ce qui se passe chez les Dag, hein, comme un peu tout le village à ce stade. Et il va encourager Dina. Il va lui dire « Vas-y, frappe-le, frappe-le !» Voilà. Ok, même les voisins sont complètement éclataxes. Ouais. Et à un moment, Dina lâche un coup de fouet ultra fort. Et là, tout le monde entend un cri, comme le cri d'un cochon. Tout le monde est silencieux. Tout le monde est silencieux. Ils écoutent le cri qui se dissipe. Et Dina annonce que la chose est partie. Qu'elle la voit plus. Et le calme revient chez les Dag. Jusqu'au lendemain. Car devinez quoi? L'entité n'est pas illettrée. La famille Dag retrouve un morceau de papier accroché à un de leurs murs, avec écrit « Vous m'avez fait 15 coupures ». Genre à cause du fouet. Oh. Dina, elle a 5 ans, tu disais, c'est ça? Dina, elle a 11 ans, je crois. Ah. Mais elle a ses autres enfants, c'est un petit de 2 ans et une petite de 5 ans.
Et elle est scolarisée, elle sait écrire, lire? Écoute, j'en sais rien du tout, mais j'en sais rien. Parce que comme il travaille à la ferme, je sais pas trop. Peut-être que non. Ouais. En tout cas, ouf. je pense que si la mère avait reconnu une écriture ou vu que c'était un gosse qui l'avait fait, peut-être peut-être qu'elle aurait... Enfin, je sais pas, peut-être qu'on l'aurait su, tu vois. Je sais pas. Donc les coups de fouet ont eu leur petit effet. Mais rebelote, les phénomènes recommencent. Et le démon est maintenant très énervé. Oui, à ce stade, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est le démon des dagues. Autre nom connu pour cette affaire. Les instruments de musique de la famille, comme les harmonicas, jouent tout seuls. Les chaises se remettent à basculer à toute allure. Et ce, même devant les visiteurs, les voisins, qui sont témoins des événements, à plusieurs reprises. Ils se prennent même d'ailleurs des fois des patates dans la gueule. Et des lancers de patates comme ça. Tu parles de patates de foin ou tu parles de pommes de terre? Ah non, des pommes de terre. Parce que moi j'étais en mode ils se prennent des patates dans la gueule. Regarde. J'étais en mode c'est un mec qui se tient le visage, là, c'était publié dans le journal. potatoes. Ah ouais, le mec il s'est mangé une patate. C'est marrant, ça a fait la une des journaux à l'époque. Très fatigué par tout ce qu'ils vivent au quotidien, la famille Dag va appeler à l'aide. Et vers qui on se tourne quand on a un démon à la maison? Vers le curé, effectivement, Kurt. J'allais dire les Warren, mais ils étaient pas là encore. Non, là c'est le curé d'abord, 1899, voilà, curé. Ils vont faire venir leur révérend, qui s'appelle le révérend Horner, à la ferme. Celui-ci décide de nettoyer les lieux avec une petite prière. Il ouvre son livre sacré et commence à prier. Quand soudain, le livre est aspiré de ses mains. Et il disparaît. What? Personne ne sait où le livre est parti. Ou plutôt où il a été emporté. Genre vraiment le livre il est arraché de ses mains. Mais une chose est sûre, le démon est là. Après avoir fouillé toute la maison, ils finissent par retrouver le livre dans le four. Le révérend, lui, il est au bout de sa vie, il s'agenouille et il demande à Dieu de bien vouloir venir en aide à la famille Dag. Et puis après, il s'en va parce que il a pas que ça à faire. Il y avait sûrement plein d'autres possessions à gérer cet après-midi-là. C'est ton emploi du temps de ministre. J'ai 2 exorcismes là, les gars, j'ai pas le temps. C'est ça. Du coup, voilà. Spoiler. L'intervention du révérend n'aura rien changé au problème des Dag. Bah oui. Le démon est toujours là, au taquet, et ne participe toujours pas au loyer. Le père Dag va alors se mettre en route pour aller consulter, je cite, la sorcière de Plum Hollow. Waouh. Et ouais. Mauvaise idée, ça, non? Quand on est à court de moyens, on va voir la sorcière de Plum Hollow. Ouais. Qui habite à pas moins de 170 km de chez eux, en Ontario. La sorcière de Plum Hollow, c'est une guérisseuse qui aurait des pouvoirs médiumniques. Elle accueille George Dag dans son cottage, il lui explique la situation, et après mûre réflexion et recherche médiumnique, la sorcière lui annonce la mauvaise nouvelle. Quelqu'un a utilisé la magie noire et a maudit toute sa famille. Wow. George lui demande plus de précision. Qui est cette personne qui leur en veut autant? La sorcière lui répond que c'est une de leurs voisines, une veuve, qui vit seule avec ses 2 enfants, et qu'elle s'est servie de Dina comme élément central pour ses incantations. C'est pour ça que tout tourne autour d'elle. George pense tout de suite à sa voisine, Madame Wallace. Mais il comprend pas pourquoi il comprend pas pourquoi elle s'en prendrait à Dina. Alors il va dire merci à la sorcière. Et cette fois-ci se mettre en route pour aller toucher 2 mots à Madame Wallace. Une fois arrivée chez Madame Wallace, celle-ci, elle nie tout en bloc. Elle dit que jamais de la vie elle n'aurait touché à la magie noire, c'est pas du tout son délire. Et puis elle a pas que ça à faire surtout. Et pour lui prouver qu'elle n'a rien contre sa fille Dina, elle lui propose de venir leur rendre visite et d'aller la saluer. Un petit goûter. Moi, j'accepterais pas si j'étais lui. Hein. Bah ouais. Bon, elle y va et puis au final, elle a l'air de bonne foi apparemment. Bref,
Et elle repart ensuite chez elle. Puis la famille Dag n'est toujours pas plus avancée. Oui, c'est pas la seule voisine. En fait, lui, il est allé la voir directement, elle, parce qu'il a soupçonné. Ouais, Ça c'est peut ça. être quelqu'un d'autre, en fait. Ok. Ah bah oui, j'y avais pas pensé, mais en tout cas, la seule veuve autour, ça devait être elle, quoi. Il y avait pas non plus masse de ferme. De ferme. Farm. De farm. Il y avait pas non plus masse de farm. Ils ont pensé à Madame Wallace, mais bon, apparemment c'était elle. Enfin, c'était elle, mais bon. Parce qu'on va reparler d'elle plus tard, c'est pour ça. Ah, cache bien son jeu, celle-là. Vas-y, je t'écoute. Ça va être au tour de la petite Marie, qui a 5 ans, d'apercevoir le fameux démon de ses propres yeux. Elle rapporte à ses parents qu'elle a vu un homme avec une tête de taureau et des sabots à la place des pieds. Elle l'aurait aperçu un jour, debout devant la porte d'entrée. Puis un autre, dans la cuisine, en train de verser du sucre dans le four. Décidément, il y a un truc qui se joue autour du four, je sais pas ce que c'est, mais... Ouais, puis c'est quoi? C'est une activité vraiment démoniaque de mettre du sucre dans le four? C'est Mercotte, en fait, c'est le fantôme de Mercotte. Quand il a remarqué la présence de Marie, il lui aurait dit, avec un sourire dégueulasse, « Tu veux venir aux enfers avec moi ?» Oh, les frissons. Imagine, t'as 5 ans, j'ai un enfant de 5 ans. S'il vient me voir demain en me disant qu'il avait vu ça, je pète un câble. Marie et Dina semblent être les seuls à le voir, mais le reste de la famille Dag arrive parfois à l'entendre. Dernièrement, ils ont commencé à entendre des voix. Au début, une voix très grave, qui semblait appartenir à un vieil homme. Bien sûr, le vieil homme ne disait que des vulgarités, et s'adressait surtout à Dina, un peu comme Gérard Depardieu. Je l'allume dans tous les épisodes. Madame Dag, désespérée, a fini par prendre sa plume et son papier et a écrit une lettre à un certain Percy Woodstock, un homme qui faisait des recherches dans le domaine des sciences psychiques, a.k.a. le paranormal, quoi. Et il était assez connu à l'époque parce que c'était aussi un peintre impressionniste, apparemment. Et donc voilà, elle lui demande de venir les aider, car ce qu'ils vivent est insoutenable et ils ne savent pas comment s'en sortir. Vraiment, ça dure depuis des semaines et ils savent pas quoi faire. Ils sont vraiment victimes. Et eux, ils doivent taffer, quoi, tu vois, c'est des fermiers. Il y en a marre de se prendre des patates dans la gueule. Bref, donc Percy arrive à la ferme en novembre. Il rencontre tout de suite Dina, qui vient le prévenir que le démon est actif en ce moment même dans leur hangar. Percy demande à le voir, du coup. Dina l'emmène, et une fois dans la grange, Percy demande, tel Gus DX, « Monsieur, êtes-vous là ?» à 3 reprises. Et il n'obtient aucune réponse. Je le vois trop avec son térémine, là, en train de dire « Manifestez-vous !» Je suis venu de loin, dépêchez-vous! Percy se dit que la petite lui a dit des conneries et qu'il n'y a aucun démon dans la grange. Il s'apprête à partir quand soudain il entend. Je suis là. Je suis le diable. Casse-toi de là ou je te brise la nuque. Percy est choqué, bien entendu. Et il lui répond. Monsieur, s'il vous plaît, un peu de tenue, nous sommes en présence d'un enfant. Évitez les vulgarités. Fais-le avec l'accent, t'es obligé de le faire avec l'accent québécois là en vrai. Ah ouais? S'il vous plaît, un peu de tenue, nous sommes en présence d'un enfant, évitez les vulgarités, là. J'ai tout donné. Et là, le démon se met à l'insulter de tous les noms. Percy se dit waouh. Il en a des choses à dire, du coup, il va placer une feuille et un crayon sur la table et lui demander de bien vouloir écrire ses revendications démoniaques dessus. Le démon, agacé, s'empare du crayon et commence à écrire. Ah oui, Je t'ai dit que c'était une histoire rocambolesque. Devant Percy et devant la fille. Oui, c'est ça. Waouh. C'est un épisode d'une série, ça, non? Ah ben, je choque barre. Écoute, moi, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. Bah ouais, de ouf. Percy jette un œil à la feuille, enfin, ce qu'il est en train d'écrire, et sans surprise, il y voit un torrent de choses du genre nique ta mère, etc. Enfin, un truc de l'époque, quoi. Nique ton curé, voilà.
Percy lui demande à nouveau de bien vouloir arrêter d'être grossier. Et ils vont passer des heures comme ça à se prendre le chou. Voilà. Des heures. Comme il vient quand même pour enquêter, il tente de trouver une explication rationnelle, Percy. Et il se dit que c'est peut-être Dina qui fait cette voix, qu'elle se cache peut-être dans un coin pendant qu'il regarde pas, mais non, elle est toujours à côté de lui. Mais dans le doute, il va faire un petit test. Il va lui donner un verre d'eau et lui dire de boire. Pour voir si la voix s'arrête le temps qu'elle boive. Mais non. La voix continue de proférer des insultes. Le plan est déjoué. Percy demande encore à la voix d'arrêter. Et cette fois-ci, ça marche. La voix s'arrête. Et elle annonce qu'elle va partir. Qu'elle est d'accord pour laisser la famille tranquille. Mais qu'elle reviendra le lendemain à minuit. Ah oui, d'accord. Laisse la famille tranquille 24 heures. C'est vraiment... C'est un petit congé, quoi. Je pensais qu'elle partirait définitivement. Non, mais... Non, okay. Il revient, mais voilà, il est gentil, il donne ses horaires maintenant. En vrai, c'est bien. Si t'es préparé, t'as de quoi te reposer, c'est cool. Ouais. Le lendemain soir, il y a tout le village qui est présent. Ils sont là, ils l'attendent. Avec les dagues. Il y a au moins 50 personnes. Wow. Et comme prévu, l'entité revient. Enfin, le démon revient. Alors, je crois que personne ne le voit, mais ils l'entendent apparemment. L'entité commence à raconter sa vie. Un coup, il dit qu'il est le démon, et puis un coup, il dit qu'il est l'esprit d'un vieil homme de 80 ans qui est décédé il y a 20 piges. Tout le monde va alors en profiter pour poser des questions au démon, qui se prend au jeu. Donc, c'est ChatGPT, le truc, tout le monde lui pose une question, il répond. La famille Dag commence donc avec pourquoi tu viens nous faire chier? Pourquoi nous? Oui, excellente question en vrai. Ouais. Qui t'a parlé, dis-nous pourquoi. Et le démon répond comme ça. Oula, attends, on dirait un fumeur. 20 ans de 20 tabac. Comme ça, juste pour le fun. Alors, le démon leur avoue que c'était lui qui était responsable des départs d'incendie dans la maison et de tout le reste, mais que c'était juste pour s'amuser, qu'il aime bien jouer avec le feu, mais que, attention, à aucun moment, il n'a eu l'intention de mettre le feu à la baraque. Jamais. C'est pour ça qu'il démarrait toujours les incendies pendant la journée quand ils étaient là et qu'il pouvait les éteindre. Oh, c'est tellement mignon. Mais oui, c'est cute. Les villageois posent ensuite des questions à l'entité tour à tour. Je sais pas quelles sont les questions, mais au bout d'un moment, le démon va finir par lâcher quelque chose qui les intéresse, un aveu de taille. Il dit qu'il a été recruté. Il a été appelé à venir hanter la famille Dag par une certaine Madame Wallace. Ah bah tiens. Madame C'est Wallace. ça qui a été pas nette, elle. Madame Wallace, en plus, elle était présente là, sur les lieux, à ce moment-là. Et en entendant ça, elle se dit outrée. Elle prend ses 2 gosses avec elle et elle rentre chez elle. Elle est outrée par cette révélation, c'est n'importe quoi. Et elle se casse. Les gens la laissent rentrer chez elle? À cette époque, on butait pas des gens, ils butaient pas des gens à coups de fourche, les fermiers, quand il y avait des histoires de démons ou je sais pas. Je sais pas, en tout cas, là, tout le monde a dû faire oh! Et ensuite, elle est partie. Ils l'ont laissé partir parce qu'il y a un démon qui parle, il reste, tu vois. Bon, bref. En tout cas, c'est passé comme ça. L'entité est vraiment chelou parce que parfois, d'un coup, elle devient entre guillemets gentille. Et puis, elle dit, je cite, « Je suis un ange envoyé par Dieu. Vous ne croyez pas que je suis un ange parce que ma voix est rauque. Mais je vais vous montrer que je ne mens pas. Que je dis toujours la vérité. » Et là, sa voix change d'un coup. Elle est toute douce. Et il se met à chanter. « J'attends de t'appeler, cher pécheur. Viens au sauveur, viens à lui maintenant. Ne veux-tu pas le recevoir tout de suite? Oh, écoutez maintenant. » Le remake des choristes. C'était Voix sur ton chemin, non? J'ai reconnu. Attends, j'ai pas fini. Putain, je peux pas arriver à aller au bout. Mais si, il faut. Je dis plus rien, moi. Écoutez maintenant. Il vous appelle aujourd'hui. Il vous appelle à Jésus. Bon, bref, la chanson continue, mais bon, pas que ça à foutre.
Après, ça dit Wow. bougez, venez à lui maintenant, venez à lui, chers frères et sœurs, venez à lui maintenant. Voilà. Ok. Et la foule est tellement touchée. Elle trouve ça tellement beau que certains se mettent à pleurer. Enfin, certaines, ce sont des femmes qui pleurent, of course. Croyez-le ou non, il va chanter comme ça pendant plusieurs heures. Et puis, il va finir par se taire vers 3h du matin. Comme par hasard. Et il va dire au revoir à la foule, qui applaudit. Non, Le gars, il vient de faire du stand-up. En fait, c'est vraiment le démon est un stand-upper. c'est ça. Ni plus ni moins. Merci d'être venu, rentrez chez vous, bonne nuit. Et mais attends, avant de partir, il promet de revenir le lendemain matin. Mais que seuls les enfants d'Ag pourraient le voir. Donc là, tout le monde, oh non, bouh, et ils rentrent chez eux. Ça, c'est moi qui ai rajouté, hein. Mais je pense que ça s'est passé comme ça. Oui, je pense aussi. Percy qui voit les gens commencer à partir. Donc Percy, je rappelle, c'est le journaliste qui a été contacté, journaliste paranormal, qui a été contacté par la mère. Il voit que les gens commencent à partir et il s'empresse d'en retenir quelques-uns. Parce qu'il a besoin d'écrire un article. Et il arrive à retenir 17 personnes au total et il leur fait signer un papier qui atteste qu'ils ont aussi été témoins de ce qu'il venait de se passer. Percy, il fait ça pour être crédible plus tard quand il ira raconter son histoire au reste du monde. Bon, après, il y a des rumeurs qui disent qu'il aurait plutôt forcé 17 personnes à signer son truc, mais enfin bref. En tout cas, on a le rapport qu'il a écrit et qu'il a fait signer, je cite. Nous, sous-signés, déclarons solennellement que les événements curieux suivants qui ont débuté le 15 septembre 1889 et qui se poursuivent encore le 17 novembre... Non, je vais pas le faire. C'est impossible. Non, on va la faire normal. Nous, sous-signés, déclarons solennellement que les événements curieux suivants, qui ont débuté le 15 septembre 1889 et se poursuivent encore le 17 novembre 1889, se sont réellement déroulés comme décrit ci-dessous dans la demeure de Monsieur Georges Dagg, un fermier résidant à 7 miles de Chauville, dans le canton, désolé, c'est encore les larmes dans mes yeux, ça m'empêche de voir correctement. Dans le canton de Clarendon, comté de Pontiac, dans la province de Québec. 1. Des incendies ont éclaté spontanément dans la maison, jusqu'à 8 dans une seule journée. 6 à l'intérieur de la maison. C'est de la seconde main, en fait. Comment ça ? Là, il a fait signer des gens un texte, en fait, qui dit que la famille atteste qu'il y a eu des incendies, mais ils n'ont pas été témoins des incendies. Non, il a écrit « Nous, sous-signés, on déclare solennellement que les événements suivants se sont réellement déroulés dans la maison des Dagg. » Genre, ils ont été là pour voir toute la liste des choses qui va suivre, en fait. Ok. Donc, des incendies, 6 à l'intérieur de la maison et 2 à l'extérieur. Les rideaux des fenêtres ont pris feu alors qu'ils étaient accrochés aux fenêtres. Et cela en plein jour, alors que la famille et des voisins étaient présents. 2. Des pierres ont été lancées par des mains invisibles à travers les fenêtres, brisant jusqu'à 8 carreaux de verre, divers objets tels une cruche d'eau, un pichet de lait, un bassin de toilette, une cruche de crème, une baratte à beurre et d'autres articles ont été projetés à travers la maison par la même force invisible. Un bocal d'eau. Le bassin de toilette. Il disait qu'en fait, il avait cassé les chiottes, mais... Non, mais vas-y. Un bocal d'eau a été jeté au visage de Madame John Dagg, puis au visage de Monsieur George Dagg, alors qu'elle vaquait à leurs tâches domestiques. Ah non, pardon, c'est 2 dames, mais comme, tu sais, ils disent le nom de leur mari. Oui, le nom, oui, alors le prénom et le nom. elles n'existent pas, elles n'ont pas de prénom. J'ai confondu. Donc je sais pas, c'est 2 personnes de la famille Dagg, en tout cas, pendant qu'elles faisaient leurs tâches domestiques. Madame George Dagg était, donc c'est Susanna, la mère, était seule dans la maison lorsque cela s'est produit. Ensuite, 3. Une grande étagère a été entendue de manière distincte, se déplaçant à travers la pièce jusqu'au sol, suivie du mouvement violent d'un fauteuil à bascule. Un panneau à laver, donc la machine à laver, a été lancé dans l'escalier depuis le grenier, alors que personne ne s'y trouvait. Bon, après, quand je dis la machine à laver, tu sais, c'est juste la planche sur laquelle ils frottaient les vêtements, quoi. C'est pas la machine à laver. Non, mais je suis choqué, en fait, du nombre de manifestations, mais vas-y. Ça continue, en plus, c'est ça, le pire, c'est que ça s'arrête pas. Il y en a encore 2, ouais. Donc, 4. Lorsque l'enfant Dina
et présente une voix grave semblable à celle d'un vieil homme a été entendue à diverses reprises, à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Cette voix répondait clairement aux questions, montrant qu'elle avait connaissance des événements non seulement dans la famille Dag, mais aussi dans les familles du voisinage. Il se passe des choses dans les faits... Enfin bref, elle connaît ce qui se passe. Je dis pas que c'était des événements paranormaux, mais en gros, apparemment, elle savait ce qui se passait dans d'autres fermes. Okay. Cette entité prétend être un être désincarné, décédé il y a 20 ans, à l'âge de 80 ans. Et elle a donné son nom à Monsieur George Dag et à Monsieur Willie Dag en leur interdisant de le révéler. Oui, juste avant qu'il commence à chanter, là, apparemment, il y a le démon qui a dit qu'il allait donner le nom de la personne désincarnée qu'il était, genre le vieux de 80 ans, qu'il allait leur donner le nom à l'oreille, mais qu'il fallait absolument qu'il ne le dise à personne, sinon il allait les tuer. Alors je vois pas à quoi ça sert du coup de le savoir, parce que je sais pas s'ils connaissaient cette personne. En tout cas, je sais pas. Ils ont gardé le secret du coup. Voilà, mais bon, ils avaient pas l'air trop choqués, donc je pense qu'ils connaissaient pas cette personne, sinon ce serait écrit. Voilà. Et dernier événement dont ils sont témoins, cette intelligence serait visible par Dina, la petite Marie et Johnny, qui l'ont vue sous différentes formes, une fois sous l'apparence d'un homme grand et mince, avec une tête de vache, des cornes et un sabot fendu, une autre fois sous la forme d'un grand chien noir, et enfin sous l'apparence d'un homme à la belle figure, aux longs cheveux blancs, habillé de blanc, portant une couronne ornée d'étoiles. Waouh. Signataire. Et là, tu as la liste des 17 personnes que l'autre a réussi à rattraper et à faire signer le papier, en sachant qu'il y a 7 personnes sur les 17 qui sont de la famille Dag. Oui, c'est ce que j'allais te demander s'il y avait des Dag dans le lot. Ok. Par contre, il n'y a aucune femme. Parce que bien sûr, on ne peut pas prendre le mot d'une bonne femme. Cette nuit-là, Percy dort à la ferme des Dag. Et le lendemain matin, il fait ses affaires pour repartir. Il a vu ce qu'il voulait, il a des signatures, il s'apprête à dire au revoir aux parents des Dag, aux parents Dag, quand les enfants Dag courent vers lui et l'interpellent. Ils viennent de voir le démon. Comme prévu en soi, parce que oui, il avait prévu, il allait revenir. Ouais. Lui, il était déjà en train de se barrer, il n'en avait plus rien à foutre. Donc, ils ont vu le démon, ou plutôt, il est venu les voir ce matin-là, mais cette fois-ci, il s'est présenté sous la forme du très vieil homme, mais très beau, très charismatique, avec de longs cheveux blancs et portant la fameuse couronne pleine d'étoiles étincelantes. Ce vieil homme leur a dit qu'il ne viendrait plus jamais les déranger. Et puis, il a levé les bras. Il est monté au ciel en chantant, emporté dans un tourbillon de feu. J'ai l'impression de lire la Bible. En vrai, il y a un peu de ça. Genre, vraiment, il s'est envolé. Voilà, il s'est envolé. Ça, je sais pas pourquoi j'ai eu une image. Je l'ai vu dans ma tête, cette scène, mais en mode, tu sais, illustré dans Family Guy, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vois exactement de quoi tu parles. Et voilà, après ça, la famille Dag, elle a plus jamais été dérangée par l'entité qui leur a fait la misère pendant 3 mois. Waouh. Percy Woodstock a publié son rapport et beaucoup de gens l'ont lu. Et beaucoup de gens ont alors fait le trajet pour voir de leurs propres yeux la ferme des Dag, ou ne serait-ce que de loin apercevoir les enfants, ou en tout cas les personnages qui ont incarné cette affaire, bien qu'il ne s'y passe plus rien à présent. L'histoire a continué de circuler un peu partout au Canada et aux États-Unis, mais beaucoup ont fini par douter de cette histoire rocambolesque, hein, comme j'ai dit, c'est un peu voilà. Et ils ont attribué les phénomènes paranormaux à Dina. Pour eux, c'était forcément elle qui, d'une manière ou d'une autre, créait tout ça de toutes pièces et aurait réussi à berner tous ceux qui sont venus constater les événements sur place. Pour ce qui est des voix, ils disent que Dina, c'est elle qui les faisait, qu'elle devait forcément être une très bonne ventriloque. Voilà quoi, c'était elle, il n'y avait pas de doute. Il y a des théories là-dessus, vas-y, on en reparlera après. Ah ouais, ok, bon. Un homme aurait décidé d'enquêter à nouveau.
suite à ça. Il entend l'affaire et tout, il se dit non mais c'est pas possible, c'est sûr que la famille Dag, c'est un coup monté, c'est une fraude, etc. Et donc il décide d'enquêter, mais donc voilà, il est résolu à prouver que toute cette histoire c'est une fraude et il en a marre d'en parler. Donc il s'appelle Andrew Watson. Il va interroger tout un tas de monde. Alors attention, cette histoire, je l'ai vue que sur une seule source, donc je sais pas si c'est vrai. J'ai essayé de la retrouver après. J'ai essayé de retrouver son rapport à lui, j'ai rien trouvé, mais bon, je vous raconte quand même. Donc il va interroger tout un tas de monde qui a vécu l'affaire de près ou de loin, et il va également se rendre chez les Dag pour s'entretenir avec eux. Voici son compte-rendu, publié en tant que lettre ouverte dans le Brockville Times. Je cite. Madame Dag a décrit ce qui s'est passé d'une manière très convaincante. C'est une femme saine et intelligente, qui ne croit que ce qu'elle voit. Elle nous a montré là où les feux se sont déclarés, les vitres brisées, les lits qui ont bougé, les sofas qui ont été renversés. Nous l'avons interrogée et contre-interrogée sans jamais ébranler son témoignage. Je me suis rendue là-bas avec la certitude d'y trouver la preuve que toute cette histoire n'était qu'une fraude. Mais je n'ai rien trouvé. J'espérais dénicher quelqu'un qui me dirait que les Dag ne méritaient pas la confiance de leur père, mais je n'ai trouvé personne. Il n'y a plus aucun doute dans mon esprit que ces événements se sont bel et bien produits. Signé Andrew Watson à Chauville, Québec, octobre 1889. Voilà. Donc au final, même lui, retournement de veste, il y croit. Wow. Enfin, en tout cas, il trouve rien qui puisse démonter le truc. Voilà. Puis ensuite, tout ce que j'ai trouvé sur YouTube après, ça date de 2015 où on voit la nouvelle propriétaire de la maison, de la ferme des Dag. Donc on voit l'intérieur et tout, puis elle explique, alors je sais pas si c'est encore la propriétaire aujourd'hui, mais en 2015 elle expliquait que il y avait toujours des trucs un peu louches qui se passaient dans la maison, des bruits, etc. Surtout dans le plafond, mais qu'ils sont pas trop motivés de démonter le plafond pour voir si c'est un rat ou si c'est le démon. Mais bon, ils ont ils ont quand même l'air de penser que ce sont des bruits paranormaux parce que ils disent, je cite, si c'est une souris, alors c'est les Jeux Olympiques de la souris, tellement il y a de bruit. Waouh. Ouais, ça gratte apparemment, ça gratte, ils entendent des trucs marcher. Voilà, c'était l'histoire de la hantise de Chauville. Et est-ce que tu veux savoir le pire dans cette histoire ? Mais Selon oui, moi. évidemment. Après, tiens, tu vas bien, accroche-toi à ton micro, ouais, c'est ça. Vas-y. Après que les événements aient stoppé, que le calme soit revenu chez les Dag, George et Susanna Dag ont fini par accuser Dina des événements. Ils lui ont dit de prendre ses clics et ses claques et ils l'ont déposée dans un orphelinat en Ontario. Waouh. Les bâtards. Mais oui, mais tu sais, j'ai vu des reportages aux États-Unis où, alors je sais pas si c'est la même chose au Canada, tu vois. Ouais, mais Je sais pas si les lois sont les mêmes. Ouais. Mais aux États-Unis, je sais qu'effectivement, quand un enfant adopté nous plaît plus, on peut le rendre. Je trouve ça absurde. Ouais. Mais absurde. Et tu vois, je m'attendais à un moment ou à un autre de l'histoire à ce que Dina elle s'en prenne plein la gueule. Et ben, tu m'as pas déçu. Elle s'en est pris plein la gueule, effectivement. La pauvre enfant. Ouais, c'est ouf. Hein. Bah, je pense qu'après, quand ça s'est arrêté, les parents ils ont dû se dire mais attends, comment ça s'arrête ? C'est que forcément c'est un des gosses qui nous a fait le coup, tu vois. Mais de là à renvoyer la gosse. Enfin, après, je sais pas, peut-être qu'il s'est passé autre chose parce que j'ai une autre info aussi. C'est qu'il faut noter qu'il y a eu une autre fille chez les Dag. Elle avait 4 ans, elle s'appelait Eliza Jane et elle serait mystérieusement morte lors de la hantise le 9 octobre 89. Apparemment, elle serait morte par accident. Selon les rumeurs, elle aurait été en train de jouer trop proche d'une marmite. Ses vêtements ont pris feu et elle est morte brûlée, genre. Wow. Donc, est-ce que ça a un lien avec quelque chose ? Est-ce que c'est pas plutôt une histoire criminelle, impliquant soit Dina, soit les parents, si tu vois ce que je veux dire ? Enfin, je saurais pas trop qui accuser du meurtre ou de la supercherie de la hantise, si c'est une supercherie. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des démons sous roche, là. Il y avait des soupçons Bah non. sur la mort de la petite. Mais ou genre elle est morte accidentellement, ils l'ont enterrée et puis voilà, basta. Bah c'est juste qu'en fait tous les articles que j'ai vus, ça dit qu'elle est mystérieusement morte lors de la hantise.
Et les seules rumeurs qui couraient en ville, c'était que bah voilà, elle se serait approchée trop proche d'une marmite, ses vêtements ont pris feu, elle est morte. Brûlée. Vraiment, les morts du 19e siècle, c'était pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Les accidents domestiques ont pas du tout la même gueule aujourd'hui. Non. Et tant mieux, hein. Tant mieux. Mais ouais, et écoute, en fait, Dina, moi, je serais pas étonné qu'elle soit derrière ça, tu vois. Est-ce que en la fait, hantise il ou y a la des mort? théories. Bah, les deux. En fait, en gros, tu sais, il y a une théorie qui a été développée là dans les 20 dernières années. C'est la théorie de la vilaine petite fille. Je sais pas si tu connais. C'est en gros, les gens ont constaté que dans la plupart des affaires de poltergeist, de fantômes dans les maisons, souvent l'activité paranormale se concentrait autour des adolescentes, des jeunes filles dans les maisons. C'était le cas avec Enfield. On en a parlé il y a pas longtemps avec Yob de Enfield. Ouais, avec Yop. C'était le cas de... Enfin voilà, il y a beaucoup de... Il y a relativement un certain nombre d'histoires, en fait, de paranormal qui trouvent leur... qui se concentrent, en fait, autour des adolescentes. On sait pas pourquoi, dans des maisons. Alors, c'est une théorie, en fait, qui a été remise en question, qui est une théorie archi-misogyne, en fait. Où, Bah ouais, parce que moi, tu sais, le truc de ce que t'as dit, j'avais jamais entendu parler, mais j'avais déjà vu des gens qui disaient, est-ce que vous avez déjà vu autre chose que des jeunes filles possédées dans les films? Mais moi, je me suis dit, tu vois, c'est un petit peu c'est les films qui ont fait ça, en fait, pour vous dire, ah bah voilà, c'est les meufs, elles sont chiantes quand elles sont ados, ou j'en sais rien, enfin, tu vois. Non, mais je savais pas qu'il y avait une théorie carrément. Enfin, c'est une vraie théorie. C'est pareil, c'est encore de la pseudoscience, tu vois. Mais effectivement, il y a une théorie qui a émergé qui veut que souvent l'activité paranormale se concentre autour des jeunes filles, souvent adolescentes. Alors là, tu me disais qu'elle avait 11 ans, Dina. Donc ça correspond à la préadolescence. Quoique à l'époque, je sais même pas si on parlait d'adolescence en fait. Ah non, là, Si là, elle était proche de la retraite, là. Ouais, les enfants à 11 ans, en fait, ils avaient âge ressenti 40 ans. Mais non, en vrai, oui, je suis pas étonné que la plupart des activités paranormales aient eu lieu en sa présence. Je suis pas en train de dire que c'est elle qui est responsable. C'est Après, juste que je suis pas étonné. Une fois, j'ai lu un truc dans le rapport, là, une fois de Percy, il a dit qu'il s'était passé un truc alors que la mère était seule à la baraque. Hein. Ouais. Donc bon, bah après c'est le seul truc. Mais ça pareil en fait, ça m'a fait tiquer, je me suis dit comment ces 17 personnes peuvent attester d'un truc qui s'est passé alors que la maman était seule. Je bon, c'est une incohérence parmi d'autres en vrai. mais ouais, en fait, moi le fait qu'il y ait toujours des témoins, de nombreux témoins et des témoins qui soient étrangers à la famille, moi ça me fascine toujours en fait, du coup. Ça crée toujours un trouble chez moi, je me dis toujours est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche? Est-ce qu'il n'y a pas de fumée sans feu plutôt? Je me dis peut-être qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. Tu peux pas impliquer... tu parlais de 50 personnes qui s'étaient réunies autour de la ferme. Ouais. Ou alors on parle de transe ou de... Je sais que t'aimes pas le mot, mais d'hystérie collective. Ou d'hallucination collective plutôt. Ou tout simplement, je pense que... moi perso, je pense que... Il y avait quelqu'un qui parlait, je sais pas qui c'était, mais il y avait quelqu'un qui parlait, quoi. Ouais, en fait, c'est limite... comment dire? En fait, il se fout d'eux, quoi. Un peu comme, tu vois, genre, un coup, il est méchant, en fait, après, il annonce qu'il est gentil, mais tu vois, finalement, il va quand même donner son identité à deux personnes, mais il leur promet qu'il va les tuer s'ils dévoilent leur nom. Il fout le feu, alors ok, c'est en plein jour, mais il fout le feu quand même. Il jette des patates sur les gens. Il a acheté une pierre sur une gamine de 5 ans. En fait, c'est... Je sais pas, c'est vraiment... Il est maléfique, en fait. Il y a même un moment où j'ai sauté ce passage-là. C'était juste avant qu'ils se mettent à chanter, quand il y avait tout le monde, là. Il a vu qu'il y a un révérend qui est arrivé. Alors, c'est pas le révérend qui s'était fait arracher le livre. Lui, je crois qu'il est pas revenu. Mais il y avait un autre révérend qui était là. Et genre, le démon a dit regardez, il y a révérend machin. Tu peux repartir chez toi, tu sers à rien de toute manière. T'arriveras pas à faire partir qui que ce soit. Enfin bref, et du coup, le révérend, il a pris peur et il s'est enfui, quoi. Donc vraiment, c'est les clichés vraiment, les révérends, ils sont très courageux dans ton histoire. C'est cliché, mais bon, c'est une histoire qui vient d'une époque aussi où, tu vois, les frayeurs étaient différentes. Par contre, comment expliquer ce qu'ont vu les gosses? Genre sous la forme d'un homme à tête de taureau et tout, un loup noir, un vieil homme. Est-ce que c'est pas Dina qui a dit aux autres gosses de dire ça? Enfin, tu sais, quand ils sont un peu
On joue tous ensemble, tu vois, je les ai influencés. Oui, je pense qu'elle est... Oui. En fait, si on part du postulat que c'est Dina qui est responsable de tout ça, qu'elle le soit volontairement ou non, parce que, encore une fois, soit il y a la thèse du canular et en fait, elle est responsable d'absolument tout, mais ça implique qu'il y ait des adultes, en fait, qui aient profité de la crédulité des villageois, parce que Percy, le journaliste en carton, là, il raconte qu'il a vu, tu vois, un stylo écrire tout seul. Enfin, je veux dire, il y a un tout, en fait. Et je pense que Percy, je peux pas le considérer le journaliste, je peux pas le considérer qu'il soit crédule. Je pense que c'est quelqu'un qui a profité de la situation, tu vois. Et je pense qu'en fait, en fait, cette histoire, elle est possible parce que d'un côté, t'as des adultes qui sont soit crédules, soit qui veulent se faire de l'argent sur l'histoire. Et de l'autre, t'as des enfants, Dina et ses frères et sœurs, tu vois, adoptifs, qui se convainc eux-mêmes en fait que ce qui se passe c'est vrai. Je pense que pour eux ils avaient pas de doute, hein, les enfants, et vraiment ils vivaient quelque chose. Ouais, ces histoires en fait, moi à chaque fois, évidemment quand tu les entends la première fois, t'es quand même t'as envie de, enfin ça te prête à rire, et mais c'était une autre époque, il y avait d'autres frayeurs, ils étaient effrayés par d'autres choses, il y avait un niveau de connaissance qui était pas du tout le nôtre. En fait, c'est avec du recul, c'est fascinant en fait, à quel point l'imagination d'un enfant peut chambouler l'existence de tout un quartier, un peu comme chez les Enfield en fait. Et en France, en France, il y avait eu un cas aussi de fantôme frappeur. Et pareil, il y avait une gamine qui était dans l'histoire aussi, dans une cité minière. Et c'était une enfant qui était... Toutes les manifestations se passaient quand l'enfant était présent et disparaissaient quand l'enfant était absent. Enfin, c'était... Ça me dit rien du tout. C'était à quelle époque? C'est récent, hein, c'était dans les années 60, il me semble. Okay. C'était le poltergeist de la Nièvre. La ville, ça s'appelle la ville de la Machine. Et c'était une cité minière en fait, où il y avait vraiment que des mineurs à l'époque, des gens qui bossaient dans les mines de charbon. Et il y avait des bruits dans les murs, il y avait des objets qui volaient. Enfin, c'était exactement le même truc. Il y a même des enregistrements de flics en fait. Il y a un flic qui a enregistré, qui posait des questions. Et il demandait à la manifestation de frapper le mur 2 ou 3 fois en fonction de oui ou non. T'as jamais entendu parler de cette histoire? Non, jamais. Franchement, les enregistrements, ils sont cool à écouter. Je te le conseille. Ouais, en tout cas, moi, je sais pas. J'ai l'impression qu'on sait pas ce qui s'est vraiment passé avec Dina. Parce qu'il y a pas moyen de la renvoyer juste pour ça, en fait, tu vois. S'il fallait la renvoyer à un moment, c'est quand il y a eu les événements paranormaux, tu la renvoies je sais pas où, dans quel orphelinat, et tu vois s'il se passe encore des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est surtout pas après. Surtout que le père, il avait l'air d'être à fond, tu vois. Il allait visiter une sorcière, ils ont appelé un prêtre. Donc c'est que pendant un moment, ils étaient persuadés que ce qui se passait était authentique, tu vois. Ou alors, ils se sont rendus compte après de toute la supercherie que Dina leur a fait vivre, et je sais pas, ils ont peut-être perdu là l'argent parce qu'ils ont pas pu travailler pendant tout ce temps-là correctement, et ils ont eu le seum, et je sais pas, tu vois, ils se sont dit bon bah tu dégages. Ouais, ça se trouve, Dina leur annonçait le délire. Enfin, tu imagines, tes parents, t'as perdu une fille, t'as perdu des thunes, t'as presque perdu ta ferme, en fait, et tu te rends compte que tout ça, ça part d'un canular. Ouais, ça peut être que c'était la goutte. Peut-être que ça va être un peu dur à digérer. Mais ouais. Ouais, j'aime bien cette histoire, elle est trop bien. Je la connaissais pas du tout, tu vois. Et c'est pas... en plus, c'est pas chiche en événement, quoi. Il se passe plein de trucs. Ah oui, il se passe plein de trucs, là. C'est rocambolesque en fait. Et j'aime bien ce genre d'histoire, tu vois, qui prend pas de pincettes et qui, en plus, avec des témoins. Donc c'est vraiment une manne pour moi. C'est vraiment un truc. Pour moi, ça me fascine en vrai. Et je vais me renseigner encore plus sur cette histoire. Enfin, je pense que t'as déjà bien creusé. Mais. Yes, bah tu peux, ouais. Ce serait cool de voir si tu trouves d'autres trucs. En plus, tu as envoyé des photos. Alors les gens qui regarderont la vidéo sur YouTube verront les photos de la ferme. Elle est effrayante, et on voit la grange où les événements ont eu lieu en arrière-fond à gauche, en arrière-plan, je vais dire. Je sais pas si j'aimerais acheter une maison en sachant qu'elle est potentiellement hantée. Je sais qu'en France, la culture est différente et que genre, enfin, tu t'achètes pas des maisons hantées, il y en a pas aux quatre coins de la rue, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, t'achètes une vieille maison, il y a toujours une histoire, un délire. En France, je pense que c'est plus rare. Ça dépend ce qui se passe. Je sais pas si j'aimerais. Ça dépend ce qui se passe.
Si t'as des visages qui apparaissent au sol, bon, ça Wow. va encore. Enfin, je sais pas. Non, ça va pas. Tu peux mettre des tapis, tu vois plus rien après. Non, mais c'est vrai, ouais, je serais pas rassuré dans ce type de maison, je pense, tu vois. En fait, je pense que le fan de surnaturel, de paranormal en moi serait ravi, serait comblé. Mais au quotidien, ça serait une source de stress monstrueuse. Ça serait trop. Je pourrais me fier à rien, le moindre bruit, ça serait... Non, mais ça dépend si c'est les fantômes qui sont fun et cute, genre tu sais, qui te dérangent pas trop, qui te laissent des petits trucs, qui te chipent un truc par-ci par-là. Mais si c'est vraiment le truc où tu te prends des patates dans la gueule, ton beurre il est par terre le matin, il y a du lait partout, il y a du caca dans ton lit. Non, là tu vois, c'est pas pareil. le caca dans le lit, ouais, c'est pas pareil. Et d'ailleurs, le détail du caca dans le lit, ça fait très... j'allais dire, ça fait très enfantin, quoi. Oui, tu vois, c'est à se demander s'il y avait pas un des enfants adoptifs ou non qui avait un problème, tu vois, de propreté. Effectivement, c'est un truc qui existe en vrai. Le problème de propreté, ou même les enfants qui ont une relation avec, tu vois, avec leurs excréments. Aujourd'hui, c'est démystifié, c'est étudié, donc en fait, c'est pas flippant. Maintenant, on sait que c'est des troubles, que ça se soigne avec l'intervention d'un comportementaliste, ce genre de truc, tu vois. Mais à l'époque, voir ton gamin étaler de la merde dans son lit, ça devait être un autre délire. Ça devait faire flipper les gens, je pense. J'aurais pas voulu énerver des parents fermiers de 1889 en mettant du caca partout. Après... Je pense que le daron et la daronne, ils devaient avoir des très grosses mains et qu'ils devaient pas se priver pour tarter leur gosse à l'époque. Ouais, bah, de toute façon, après, ils l'ont jarté, donc comme ça, c'est fait. Moi, j'ai rien à rajouter. Je suis un peu déçue. J'aurais bien aimé avoir plus de détails concernant la mort de l'enfant et puis pourquoi vraiment ils ont renvoyé la petite. Mais bon, on ne saura jamais. Ouais, c'est dommage. Voilà. C'est dommage, mais ça nous donne quand même des indications, tu vois. En fait, c'est l'absence d'infos, ça... Disons que ça éveille notre curiosité et on élabore des théories qui se tiennent plus ou moins, je trouve, en oui, vrai. Bah écoute, moi c'est la fin de mon histoire. Waouh. J'espère qu'elle t'a plu. Elle était trop bien. Et j'espère qu'elle aura plu à nos auditeurs et nos auditrices. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous avez du coup écouté les 2 épisodes qu'on a fait de cette série fantomatique. Et voilà, merci à toi Kurt d'être intervenu pour ces 2 épisodes. Merci de m'avoir invité, surtout c'est un plaisir à chaque fois, moi je kiffe. Mais, maître du paranormal, je ne peux pas ne pas t'inviter. Le maître du paranormal. Le gars a sorti 2 épisodes et demi. Non mais tu nous trouves quand même les meilleures histoires de fantômes, donc voilà. Est-ce que tu es prêt Kurt ? Vas-y, oui je suis prêt. On vous dit à bientôt pour une nouvelle histoire bien creepy. C'était pas du tout.